La séance d'aujourd'hui de notre cours d'apprentissage flexible sur les vaccins, c'est comment publier de manière responsable. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, ne vous inquiétez pas, ces cours sont indépendants, sont autonomes et vous pouvez également suivre n'importe laquelle de nos séances antérieures sur notre pôle Vaccine Insights pour savoir comment nous en sommes arrivés à ce point. Nous avons appris comment identifier la désinformation par rapport au vaccin, comment vérifier les informations. Et la séance d'aujourd'hui, c'est une fois que nous avons ces informations, que faisons-nous? Comment discuter de la désinformation sans l'amplifier, sans amplifier les mensonges, sans empirer la situation? Comment pouvons-nous faire notre travail de manière responsable, de manière à créer un environnement d'information positif? Je m'appelle Laura Garcia. Si vous ne me connaissez pas, je suis directrice formation et support pour FirstDraft, sur Twitter @LauraGRB. Si vous ne savez pas qui nous sommes, ici à FirstDraft, nous sommes une organisation à but non lucratif qui fait des recherches et dispense des formations sur les difficultés liées à la désinformation. Nous travaillons avec des communautés de journalistes, d'ONG, de travailleurs de la santé, de communicateurs, d'enseignants, de bibliothécaires, pour les aider à se prémunir contre les informations fausses, les informations potentiellement trompeuses dans le monde entier. L'ordre du jour, c'est 3 thèmes. Nous allons parler d'un phénomène qui s'appelle instrumentaliser les gros titres. Donc, cela montre qu'il faut faire attention aux mots que nous utilisons dans les gros titres. Le deuxième point est comment traiter les fausses informations. Nous allons présenter quelques recommandations. Nous allons parler d'abord des études qui ont été effectuées et ensuite, cela me permettra de comprendre quelles doivent être les recommandations. Et nous allons également parler de l'évolution des études, de la recherche. Parce que cet espace de la désinformation, tel que nous le voyons aujourd'hui en ligne, dans le cadre de cet environnement de l'information, il a évolué. Donc, les recherches et les études ont beaucoup évolué. Et donc, nous allons en parler et nous allons aborder les pratiques actuelles. Parlons tout d'abord de l'instrumentalisation des gros titres. Et lorsque je dis gros titres, c'est de manière très générale. Donc, tout ce qui représente le titre d'un contenu quelconque en ligne. Peut-être un article, peut-être une vidéo sur YouTube, peut-être les premières lignes d'un message sur Instagram, c'est ce que les gens voient en premier. Donc, nous parlons du contenu le plus petit, mais qui reçoit le plus d'attention. Et voici une histoire du Royaume-Uni, de la radio publique au Royaume-Uni, qui montre que les articles qui reçoivent le plus de trafic sont celles qui établissent un rapport entre les vaccins et les décès. Elles reçoivent un très haut niveau d'engagement parce que ces histoires jouent sur notre peur, sur notre crainte. Nous partageons des choses lorsque nous voulons avertir d'autres personnes pour protéger nos proches. La peur est un très, très important motivateur. Et donc, les histoires qui ne sont peut-être pas forcément bien documentées ou qui ne s'appuient pas sur des faits établis, si elles jouent sur ce sentiment de la peur, elles se propagent très, très rapidement, car nous avons une relation très personnelle, très émotionnelle avec les informations que nous partageons les uns avec les autres, que nous partageons en ligne. Et elles sont un petit peu le reflet de notre identité numérique. Et la désinformation sur les vaccins, tout particulièrement, joue sur ce phénomène. Donc, voici un exemple d'une histoire d'un article particulier. Voici un article qui établit un rapport entre les vaccins et les décès. Donc, le gros titre, un docteur en bonne santé est décédé 2 semaines après s'être fait vacciner contre la COVID-19. Les CDC, c'est-à-dire les centres de contrôle des maladies aux États-Unis, les CDC se penchent sur la question. Ces centres surveillent la mise en œuvre des nouveaux vaccins, des médicaments, tout ce qui a rapport avec la médecine. Regardez combien de mots sont utilisés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mots pour faire passer ce message. 15 mots que les gens vont voir très rapidement sur un écran. C'est un espace très réduit pour présenter une histoire. Et si on ne lit
que le gros titre, ce que nous faisons de nombreuses personnes, nous ne faisons que lire les gros titres. Un docteur qui était en bonne santé est mort après s'être fait vacciner. Il n'y a pas forcément un lien de cause à effet, mais il y a un rapport. Donc, voici les 2 premiers paragraphes de cet article. Regardez ce que nous avons encadré. 2 semaines après s'être fait vacciner avec la première dose du Covid Pfizer, un médecin de 56 ans en Floride du Sud est mort en janvier, peut-être le premier décès du pays en rapport avec les vaccins. Le deuxième paragraphe, les responsables publics de la santé en Floride et des centres de contrôle des maladies se penchent sur la question pour déterminer quel rôle éventuel le vaccin aurait joué dans le décès du docteur Gregory Michael, qui était en bonne santé. Regardez ce que dit le premier paragraphe et ce que dit le deuxième paragraphe. Le premier paragraphe dit que ce lien est déjà établi, qu'il y a peut-être un lien avec le vaccin Pfizer aux États-Unis et le décès. Et le deuxième paragraphe dit qu'en fait, nous ne savons absolument pas s'il y a un lien, mais cependant, cette déclaration a été renforcée par les gros titres, par le premier paragraphe également, et donc elle ne présente pas l'histoire de manière véridique. Est-ce qu'il y a peut-être un lien? Oui, peut-être, mais est-ce que cela a été prouvé? Non. Donc, cet article joue sur la peur des gens parce que nous voulons nous protéger nos familles, nous voulons protéger nos communautés. Et la peur est un motivateur très puissant par rapport à la désinformation sur les vaccins, surtout. Et nous devons nous rappeler cela, surtout par rapport aux gros titres, aux titres. Et donc, ces parties du contenu sont peut-être les premières choses que nous voyons avant de partager des informations. Et parfois, il y a très peu de preuves. Donc, voici une mise à jour de l'histoire que nous venons de regarder. 2 semaines après s'être fait vacciner, un médecin du Miami est mort à cause d'un trouble de santé, d'une hémorragie interne. Et il n'y a pas assez de preuves pour confirmer ou non si le vaccin a été un facteur de contribution. Donc, ils ne savent pas s'il y a un lien direct. Et même s'il avait 56 ans, il était assez jeune, il y avait peut-être de nombreuses autres raisons pour lesquelles il aurait pu avoir un problème de santé et pour lesquels il est décédé soudainement. Donc, les gens peut-être se font vacciner, ils avaient déjà des problèmes de santé et cela n'a pas forcément rapport avec le vaccin. Donc, si nous établissons constamment un rapport entre les vaccins et des décès, nous gaspillons notre opportunité de bâtir la confiance en renforçant des déclarations qui ne sont pas prouvées et qui se basent sur la peur des gens. Une autre raison pour laquelle les gros titres, les titres sont très importants, c'est qu'ils peuvent faire l'objet d'une capture d'écran et partagés en dehors de leur contexte. Voici un exemple. C'est d'un organe de presse qui s'appelle 9 News, vous pouvez le voir, et le gros titre dit qu'il y a un travailleur qui est dans un hôtel de Sydney est testé positif pour la COVID-19 après avoir reçu le vaccin. Et nous pouvons voir du côté droit le titre Reignite Democracy Australia. Donc, si vous voulez lire l'histoire, vous pouvez le faire, mais la façon, Twitter ne permet pas de cliquer dessus. Il faut copier le lien, il faut choisir, sélectionner la bonne partie, ensuite la coller dans un navigateur sur notre téléphone parce que la plupart des gens utilisent leur téléphone pour ce genre de contenu et ensuite accéder au contenu pour le lire. Donc, c'est trop de choses à faire. Il est beaucoup plus facile de simplement lire le gros titre sur Instagram et simplement rester là. Et cela peut-être renforce les peurs que nous avons déjà. Alors qu'en fait, lorsque nous lisons l'article, ce n'est pas vraiment clair à ce point-là. Quelqu'un qui travaille dans un hôtel de mise en quarantaine s'est fait vacciner, ensuite elle a été testée positive, cela peut arriver. Il y a différents niveaux de protection accordés par les vaccins, mais tout ce contexte est perdu parce que tout ce que nous voyons sur Instagram, c'est une capture d'écran avec un gros titre, avec
la crédibilité que nous accordons aux organes de presse, au gouvernement, aux ONG, parce qu'on voit leur logo. Donc, si eux le disent, cela doit être vrai. Et donc, ce gros titre est instrumentalisé et il mine la confiance du public. Donc, nous devons nous rappeler cela lorsque nous écrivons des gros titres, lorsque nous écrivons les titres de nos articles en ligne et sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui arrive et qui peut arriver avec les gros titres que nous écrivons. Et c'est parfois la seule façon de communiquer avec les gens. Peu d'espace, nous avons 3 secondes pour capter l'attention de quelqu'un sur Twitter, et c'est une partie importante du processus dont il faut se souvenir. Et nous n'avons qu'un instant pour faire notre travail, que nous soyons un journaliste, un communicateur de santé. Nous sommes en concurrence avec tous les autres contenus sur Internet, tous les vidéos de chats, tous les TikTok au monde, toutes les fausses informations qui jouent sur la peur des gens. Donc, nous avons un seul instant pour faire passer notre message. Donc, ce gros titre est très important. Nous devons y réfléchir pour ne pas renforcer et ne pas, par accident, amplifier des mensonges, voire même donner une présence à ces acteurs qui voudraient transmettre ces mauvaises informations. Donc, parlons maintenant des recherches et de la façon dont nous traitons les informations. Lorsque nous avions commencé notre travail dans cet espace, nous sommes appuyés sur le travail de John Cook, des gens très intelligents qui ont écrit un ouvrage qui s'appelle The Debunking Handbook. Et la première édition de ce livre parlait de quelque chose qu'on appelle le backfire effect, ou la persévérance de la croyance. Donc, lorsque nous essayons de démonter une croyance, cela risque de compliquer les choses et en fait de renforcer cette croyance. Si on continue de répéter quelque chose, par exemple, cela est facile à se rappeler de cette chose, ou si une information met au défi la perception du monde de quelqu'un, cela risque au contraire de la renforcer. Ou lorsque nous donnons trop d'informations, il y a trop d'informations, les gens n'accrochent pas et cela ne marche pas. Ce que nous avons fait donc à ce moment-là, c'est analyser le risque. Quels sont les risques de ce phénomène, de la persévérance de la croyance, et comment arriver à obtenir cet équilibre. Mais les dernières études qui ont été effectuées nous montrent qu'il ne faut peut-être pas s'inquiéter autant de ce risque de la persévérance de la croyance. C'est de 2015. Donc les chercheurs sont peut-être un petit peu plus lents que le reste du monde, mais ce phénomène selon lequel essayer de déboulonner les croyances de quelqu'un n'est pas forcément négatif. Donc, il a été remarqué qu'il y a parfois un effet positif lorsqu'on essaye de constamment lutter contre la désinformation. Et quelque chose qui a été observé, c'est que corriger une croyance et modifier un comportement sont deux choses différentes. Et l'un n'entraîne pas forcément l'autre. Et c'est là ce que nous essayons de faire. Nous voulons corriger une information parce que nous voulons que les gens changeront leur comportement à partir de cette nouvelle information. C'est un rapport vraiment très bien préparé sur la désinformation en rapport avec la santé au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et il est disponible également en espagnol en ligne. Il a été mis à jour l'année dernière avec les informations sur le coronavirus pour montrer que lorsque nous corrigeons des informations, parfois cela n'a pas l'effet que nous voulons obtenir. Pensez peut-être à quelque chose qui vous est arrivé dans votre vie, de ce que nous appelons l'effet de l'influence continue. Même si vous savez que quelque chose n'est pas vrai, ou bien si vous avez reçu une nouvelle information, cela ne signifie pas forcément que vous allez modifier votre comportement. Imaginez par exemple que vous avez appris que votre maman a été empoisonnée dans un restaurant. Elle a eu une indigestion, elle a été vraiment malade, elle a vomi. Et vous avez appris par la suite que ce n'était pas vrai. Votre maman avait des maux de tête et c'est à cause de cela qu'elle s'est sentie mal.
Mais qu'est-ce que vous faites? Vous continuez d'éviter ce restaurant. Pourquoi? Parce que les informations fausses restent dans notre esprit, surtout lorsqu'elles ont un impact émotionnel. L'idée de penser à votre maman qui est malade, qui vomit, c'est le motivateur le plus puissant. Qu'il y ait un lien avec ce restaurant ou non, cela n'a pas d'importance. Donc, il faut se rappeler cela lorsque nous pensons à la désinformation. L'effet de l'influence continue. Un changement de connaissance ne conduit pas forcément à un changement de comportement. Donc, en pensant à cela, il faut avoir moins peur de démonter les fausses informations. Voici quelques recommandations. La première, concentrez-vous sur les faits. Commencez par la vérité, mais avertissez vos lecteurs avant de répéter des mensonges, surtout dans les gros titres. Souvenez-vous, nous n'avons que quelques secondes pour faire passer notre message, pour capter l'attention des gens et pour leur dire ce que nous savons. Et au lieu de leur dire ce que nous ne savons pas, au lieu de poser des questions douteuses, des questions qui prêtent à confusion. N'oubliez pas que vous n'avez qu'un instant pour faire passer votre message. Voici un exemple du côté droit d'un article à une époque précoce de la pandémie, l'année dernière, sur Medical News Today. Et ce qu'ils essayaient de faire, c'est de lutter contre certains des mensonges liés au coronavirus. Mais imaginez que c'est une histoire que vous lisez lorsque quelqu'un vous l'a transmise. Vous êtes sur un petit écran sur votre téléphone, vous faites défiler et votre œil, où va-t-il se diriger? Probablement sur les caractères en gras. Et les caractères en gras sont les mensonges, ce ne sont pas les vérités. Par exemple, pulvériser de l'alcool sur la peau tue le virus dans le corps. Seules les personnes âgées et les plus jeunes sont à risque, ou les enfants ne peuvent pas attraper la COVID-19. En fait, ce qu'eux, ils voulaient faire, c'est de nous donner des informations qui luttent contre ces mensonges. Mais ils ont mis en caractère gras les mensonges. Donc, il faut se souvenir de l'impact visuel de nos informations, comment nous agençons les informations sur la page. Cela est très important. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas répéter un mensonge, mais il faut toujours commencer par les faits, la vérité. Deuxièmement, donner une explication. Il faut éviter de simplement dire « Oh non, ce n'est pas vrai », sans expliquer pourquoi. Parce que vous laissez une lacune quant à la cause. Les gens sont curieux, donc leur première question, c'est « Cela n'est pas vrai, pourquoi? Pourquoi ce n'est pas vrai ?» Et si nous n'avons pas de réponse, nous laissons un vide et les gens vont mettre ce qu'ils veulent dans ce vide. Donc, il faut toujours donner une explication alternative. Comment savons-nous que quelque chose n'est pas vrai? Pourquoi? Comment savons-nous que cela est trompeur, que cela n'est pas véridique? Voici deux exemples d'Australie et des États-Unis. Du côté gauche, nous avons la commission sur la concurrence et la consommation d'Australie sur des arnaques liées au Covid-19. Et ils expliquent pourquoi certaines choses sont fausses, parce que les gens essaient de vous arnaquer pour prendre votre argent, voler vos données privées, vos coordonnées bancaires, ce genre de choses. Donc, voilà la réponse à la question. Du côté droit, cela vient de Anchorage Daily News, dans l'Alaska aux États-Unis, qui dit qu'un grand financeur du mouvement contre les vaccins fait des millions de dollars en vendant des produits de santé naturelle. Pourquoi quelqu'un voudrait-il vous vendre un remède qui n'a pas été autorisé, qui ne repose sur aucune preuve, pour lutter contre le coronavirus, ou qui vous aide à lutter contre les effets du vaccin? Pourquoi? Parce qu'ils font de l'argent. Le bénéfice, c'est la réponse à la question. Et parfois, l'explication est tout simple. Ils se font de l'argent. Parfois, c'est un petit peu plus complexe et nous ne savons pas quelle est l'intention de la personne, mais nous pouvons expliquer pourquoi l'information est fausse ou trompeuse. Mais il est important de combler cette lacune avec des informations. Troisièmement, faites simple, mais pas trop simple. Donc, les détails sont importants pour gagner la confiance, mais trop de nuances peuvent être accablantes. Une déclaration qui a trop de détails
c'est vraiment difficile de savoir qu'est-ce que nous voulons dire. Donc, il vaut mieux être simple et direct avec nos communications et cela est parfois difficile à faire. Nous devons nous rappeler que nous avons tout un arsenal à notre disposition, des mots, des éléments visuels, des images, de nombreuses manières de communiquer et elles ont toutes ces informations jouent un rôle pour aider les gens à comprendre ce que nous voulons dire. Il faut se souvenir que parfois la désinformation peuvent être attrayantes pour des personnes très intelligentes parce qu'elles sont présentées de manière logique, étape par étape, même si la conclusion est fausse, mais le processus pousse les gens à penser que l'information est crédible. Et donc, les images, les éléments visuels sont un moyen très puissant de faire notre travail. C'est une visualisation que nous avons trouvée l'année dernière sur les avantages ou pour vous montrer pourquoi rester à la maison ou pratiquer la distanciation sociale sont des outils utiles pour ne freiner la propagation de la COVID. Parce que c'est quelque chose de difficile à s'imaginer dans notre esprit si nous n'avons pas de point de référence. Réfléchir sur notre propre rôle dans la propagation du virus, il est difficile de le voir. Surtout pour ce virus qui a une période d'incubation de 2 semaines, il est difficile de voir l'effet immédiat. Mais cet élément visuel nous montre comment une seule personne au départ, qui travaille à la maison au lieu de travailler au bureau, est un frein à la propagation. Ou au lieu d'aller à un barbecue avec des amis, cela également arrête la propagation. Donc cela nous permet de voir ce phénomène avec une autre perspective, d'une façon claire et directe. Et cela est surtout utile lorsque nous voulons faire des communications sur la santé. Il est important également de comprendre les causes premières des théories du complot pour bâtir cette confiance. Lorsque nous utilisons des mots comme stupide ou bête ou absurde pour parler de ces personnes, tout ce que nous faisons, c'est attaquer ces personnes. Et si nous nous mettons à leur place, cela revient à attaquer ces personnes. Ce genre de gros titres ne vont jamais vous faire changer d'idée. Donc, il faut plutôt penser à la cause première. Et parfois, il y a des inquiétudes très légitimes basées sur l'histoire ou sur l'expérience d'une communauté particulière. Par exemple, les communautés de couleur dans le monde entier ont des raisons légitimes à cause de l'histoire de s'inquiéter ou de douter des institutions, ou bien des femmes qui ont eu des très mauvaises expériences avec les établissements de santé, elles sont davantage prônes à ne pas faire confiance à ces institutions de santé. Donc parfois, il y a un fond de vérité qui alimente ces théories. Et parfois même, cela peut être quelque chose de plus simple. Du côté droit, c'est une capture d'écran d'un site web du service de police de Londres. Et c'est une annonce sur un homme qui se fait passer pour un travailleur de la santé pour administrer des vaccins contre la COVID et qui demande 160 livres pour cela. Mais ils ne font pas cela au Royaume-Uni. Mais si vous êtes une vieille dame et que vous avez confiance à certaines choses, que vous n'êtes pas sur Internet, que vous n'avez pas entendu les dernières communications du gouvernement, peut-être que vous allez croire ce monsieur qui vient vous voir et qui va vous prendre votre argent pour vous injecter un faux vaccin. Donc, il y a certaines inquiétudes légitimes et cela donc, doit faire partie de la façon dont nous abordons ces informations. Maintenant, si nous devons parler de fausses informations ou de mensonges, il est important de le faire en utilisant le sandwich, ce que nous appelons le sandwich de la vérité. Et il vient de ce même ouvrage, Debunking Handbook. Toujours commencer par la vérité, par des faits. Ensuite, avertissons le lecteur que nous allons parler d'un mensonge. Expliquons pourquoi cette information est fausse ou trompeuse. Et terminer de nouveau par le fait, par la vérité pour la renforcer. Donc, en haut et en bas, c'est la vérité.
au milieu le mensonge, pourquoi c'est un mensonge. Et donc, nous ne laissons aucun vide causal. Si vous voulez davantage d'instructions pour savoir comment utiliser vos images, vos articles sur le coronavirus, nous avons un guide rapide pour parler des vaccins de manière responsable sur notre site web. Également sur ce lien, vous pouvez y accéder, bit.ly/reportingvaccines. Il est téléchargeable au format PDF. Vous pouvez le partager avec vos collègues, le mettre dans votre bureau, et il parcourt certains des points que nous avons abordés aujourd'hui et que vous travaillez avec des mots, avec des vidéos, avec des images, ou qu'il s'agisse de planifier votre stratégie. Donc, les différents outils des communicateurs, ce guide va vraiment vous être très utile.